Et avant de s'intéresser demain au défilé militaire en Chine, c'est au Vietnam que l'on va se pencher ce soir. Ex-colonie française qui fête aujourd'hui en grande pompe les 80 ans de son indépendance avec la plus grande parade militaire de son histoire, c'est ce qu'il se dit. Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh de la capitale, le chef révolutionnaire communiste Ho Chi Minh déclarait la naissance de la République démocratique du Vietnam. On en parle avec nos invités. Benoît de Tréglaudet, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes historien, directeur du domaine Afrique-Asie-Moyen-Orient à l'IRSEM, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés au Vietnam, notamment Histoire du Vietnam, de la colonisation à nos jours, édition de la Sorbonne, et Vietnamien, au pluriel, atelier Henri Dougier. Avec nous également en direct d'Hanoï, Dung Vo Trung, journaliste indépendant. Vous avez suivi ces festivités. On commence avec vous. Comment se sont-elles déroulées? Comment se sont passées ces célébrations de ce 80e anniversaire? Bonjour, c'était grandiose. Entre bon enfant et patriotisme mélangé au nationalisme savamment dosé. Les gens sont contents, sont spontanés. En tout cas, c'est très bien organisé, avec un point d'orgue. Pour la première fois aussi, ils ont ouvert le défilé par une parade des navires de guerre filmés dans la baie de Cam Ranh, c'est dans le centre du pays. C'est là où il y a la base sous-marine vietnamienne. C'est une grosse démonstration de force filmée comme un film. Donc le fait que le défilé soit ouvert sur la marine vietnamienne souligne aussi l'importance des archipels, laisse parler, et puis pour le Vietnam. Restez avec nous, votre Trong Dung. On vous retrouve dans quelques instants. Benoît de Tréglaudet, on vient de l'entendre, des célébrations avec une ampleur importante. On parle même de démonstration de force. Pourquoi donc ? Alors 2025, c'est vraiment une année pour le Vietnam très particulière. On est à la veille en fait du prochain congrès du Parti communiste vietnamien qui va avoir lieu en janvier 2026. Et pour le nouvel homme fort du pouvoir, To Lam, au Vietnam, c'est une année de grandes fêtes nationales. C'est le secrétaire général du Parti communiste vietnamien. Secrétaire général du Parti communiste vietnamien. C'est une année de grandes célébrations nationales qui sont là pour reconstituer en fait une nation en se resituant dans une généalogie d'un récit national savamment construit. Donc la première étape de ce grand récit national vietnamien, c'est naturellement ce qu'on a appelé, ou ce que les Vietnamiens appellent la révolution du mois d'août, ou ce que certains historiens préfèrent appeler les insurrections du mois d'août, qui a donné lieu à cette fameuse déclaration d'indépendance qui a eu lieu sur la place Ba Dinh, au cœur de Hanoï, le 2 septembre 1945. À ce jour-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la population vietnamienne découvre, quasiment pour la première fois, pour la plupart d'entre eux, le visage de Ho Chi Minh, le futur père de la nation vietnamienne, et l'écoute avec son accent rocailleux de la province du Nghệ An, parler, les interpeller et il a quel âge annoncer. À ce moment-là ? Il est né en 1890, donc il a 55 ans à peu près, 1890-1891. Les dates, comme pour Staline, varient. Mais c'est vraiment le premier contact entre ce futur père de la nation et un peuple qui le découvre à une époque, il faut le rappeler, en fait, où c'était pas si simple que cela, en fait, de connaître une personnalité qui sort de la clandestinité dans une période où le pays est dirigé par la France et par les autorités pro-françaises. Alors avant de retourner à Hanoï et de parler du Vietnam actuel, tout de même encore un petit peu d'histoire pour qu'on comprenne bien. J'ai dit ex-colonie et j'ai prononcé le mot indépendance, les 80 ans, mais qu'on ne s'y méprenne pas. Il y a 3 dates importantes, on va les voir s'afficher à l'écran. Il y a donc celle-ci du 2 septembre 1945. Il y a donc la chute de Dien Bien Phu 1954 et la déroute militaire française. Autre déroute militaire cette fois des États-Unis, c'est la chute de Saigon en 1975. Alors, c'est d'abord, pour 1954, cette date qui est quand même fondamentale, c'est le 7 mai 1954, la défaite française en fait dans la cuvette de Dien Bien Phu qui marque la fin de l'Indochine française. L'Indochine française, c'est un peu moins d'un siècle
d'histoire au Vietnam, et ça aussi, il faut l'avoir en tête. Il faut relativiser la durée de la présence française au Vietnam, et c'est quelque chose que les autorités vietnamiennes, depuis 1945, essayent vraiment savamment de rappeler que l'épisode français au Vietnam n'a été qu'un épisode court et relativement court. Et si l'on regarde ce qui s'est passé, effectivement, depuis 1945, ça fait désormais 80 ans que le régime communiste vietnamien gère ce pays. Donc, c'est le parti unique ? Le parti unique. Le parti unique. Et vous l'évoquiez, effectivement, la date qui a été effectivement célébrée avec faste cette année, qui est la chute de Saigon pour certains, ou la libération de Saigon pour d'autres, le 30 avril 1975. Vo Trong Son, vous êtes toujours à Hanoï, vous êtes journaliste indépendant. On parle donc d'un pouvoir communiste qui règne sans partage sur le Vietnam. Qu'en est-il en termes... quelle est la situation politique? Qu'en est-il en termes de liberté? Est-ce qu'il y a des progrès ou pas? La liberté, ici, il y a des progrès, oui et non. C'est-à-dire que, vous savez, les progrès, si on parle de la liberté d'expression ou politique, il y a un monopole politique. Il y a un contrat, un certain contrat social. Donc, vous pouvez devenir riche, faites ce que vous voulez, vous voyagez dans le monde entier. Mais les questions politiques, les questions de pays, c'est nous qui les faisons. Ça c'est le contrat social. Curieusement, les gens n'ont pas trop le droit de parler lorsqu'ils ont une audience importante. C'est-à-dire que vous pouvez critiquer librement sur Facebook ou sur les réseaux sociaux jusqu'à un certain point. Quand vous avez 1 million de suivis, des personnes qui vous suivent, là, il va y avoir un problème. Il y a avertissement, et après, ça dépend du sujet. Mais il y a des ouvertures par moment, et d'autres, pas du tout. Ouais, sur cette question, oui. En tout cas... en tout cas... allez-y. Oui, je vous écoute. Allez-y, continuez. Pardon. En tout cas, pour les gens ici, le nouveau, en tout cas, l'homme fort, c'est ça qui sera encore là l'année prochaine, après le prochain congrès important. Mais les Vietnamiens de la rue, en tout cas, ils misent une certaine confiance. Comme quelqu'un qui n'est pas forcément libéral, mais plutôt tendance réformiste et technocrate. Voilà, donc pour ce point, voilà. Un petit mot sur cette question avant d'élargir un peu et de voir, on sait que le Vietnam est une puissance régionale, on va voir quels sont ses alliés, quels sont les enjeux stratégiques dans la région, mais d'abord sur cette question des libertés. Alors la question du Vietnam, c'est toujours une alliance entre un réformisme économique, une ouverture économique à tout va, et un certain conservatisme politique. C'est comme la Chine alors? C'est comme la Chine, on est dans un post-communisme, on va dire, très sino-centré. Le Vietnam, depuis son ouverture économique, qui date déjà, en fait, le tournant du Doi Moi, de l'ouverture économique date de la fin des années 80, a toujours eu en tête qu'il fallait absolument maintenir le rôle du parti unique au pouvoir, et pour cela, il fallait permettre aux populations de ne pas avoir envie de descendre dans la rue, de ne pas avoir envie de protester, et donc il fallait leur permettre de faire de l'argent, de devenir riches. 7% de croissance, un taux de croissance qui fait rêver de nombreux pays dans le monde. Quelle est la situation économique? Quels sont les atouts économiques outre le tourisme? Quel est le pilier de l'économie? Non, on peut parler, sans rentrer dans des considérations laudatives, on peut parler de miracle économique vietnamien. Encore une fois, les autorités, depuis le début des années 90, ont intérêt à faire en sorte que ce pays marche, que ces pays s'ouvrent le plus possible aux investissements étrangers, et que la classe moyenne soit accompagnée et explose dans le pays, parce que... Il y a une vraie classe moyenne aujourd'hui. Il y a une vraie classe moyenne, et tout ça renforce encore une fois la légitimité du pouvoir Mais est-ce que la pauvreté régresse? Et la pauvreté a considérablement régressé depuis les années 70, 90, c'est évident. Demain, grand défilé, on le disait en Chine, 80 ans de la victoire sur le Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qui sont les alliés du Vietnam? On a le sentiment qu'on a du mal à voir. C'est un pays assez souple dans ses alliances, assez indépendant. Chine, par exemple, Russie. Deux pays qui l'ont aidé justement dans les pages les plus sombres de son histoire, face aux États-Unis notamment.
Quelles sont ces relations? Revenons à quelque chose d'assez simple. En fait, le Vietnam est très pragmatique. Il y a ce qu'on appelle la tyrannie de la géographie. Son grand voisin chinois est à ses portes, est omniprésent à la fois de par cette proximité géographique, de par cette proximité politique, idéologique et naturellement économique. Donc les Vietnamiens ne peuvent pas faire sans pour équilibrer en fait cette. Mais les autres ne peuvent pas faire sans non plus un pays peuplé de 101 millions d'habitants. Un pays peuplé de 101 millions d'habitants avec une stratégie d'équilibre qui est assez classique en Asie, équilibrer l'omniprésence du grand voisin chinois par une politique étrangère multipolaire, par des alliances avec tout le monde, et un réel ancrage en Asie. Et c'est ça qui a fait caractériser le miracle vietnamien d'une certaine façon. C'est un ancrage dans l'Asie du Sud-Est et un ancrage désormais auprès de l'Asie orientale et des pays vraiment riches de l'Asie du Nord. Le Vietnam qui participe au sommet de la coopération de Shanghai en tant que membre observateur. Vo Trong Dun, une réaction sur ce sujet qu'on vient d'évoquer, sur le Vietnam et ses voisins? Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Benoît de Lodé. C'est tout à fait exact. Le défilé militaire ce matin a bien démontré. En tout cas, l'équipement de l'infanterie, l'armement individuel sont d'origine israélienne. Les voitures sont Ford, sont américaines, Iveco, ukrainiens. Les missiles sont d'origine russo-indien. Il n'y a rien de français, Zong, pardon de vous couper, il n'y a rien de français? Français, si, il y en a. Il y a Airbus Industrie qui vend des hélicoptères. Il y a Thales qui vend des équipements également. Mais bon, évidemment, ce ne sont pas visibles, comme les tanks et toutes ces choses-là. Donc, le Vietnam vraiment pratique un vrai équilibre. Pour l'instant, ça marche assez bien. Il a même réussi à trouver quelque chose d'acceptable dans la guerre que la Russie mène en Ukraine, en envoyant de l'argent en Ukraine pour aider les gens. Et en même temps, ne pas trop condamner la Russie publiquement. Voilà. Ouais, un jeu d'équilibriste. Concernant l'économie, oui, tout à fait. Ouais. Donc, ils arrivent à le faire. Pour l'instant, ça marche assez bien. Ça marche assez bien. Sinon, pour l'économie, je crois que là, avec la politique douanière de M. Chom, je crois que le Vietnam va prendre un virage assez important parce qu'ils savent que cette politique, l'économie vit uniquement dépendant exclusivement à l'exportation, surtout le marché américain, le marché important, le premier marché pour les Vietnamiens. Je crois que c'est plus tenable. Donc, le Vietnam va entrer dans une nouvelle phase. Et ce que martèle depuis plusieurs mois le secrétaire général To Lam en promettant une nouvelle ère pour le Vietnam. Ouais, il va falloir donc s'adapter aux taxes massives infligées par le président américain au Vietnam. Une réaction, vous voulez réagir? Juste, oui, une petite réaction à ce que vient de dire Zung à Hanoï. Il est vrai que le Vietnam s'ouvre à de nouveaux partenaires, mais n'oublions pas qu'il reste quand même fidèle à ses partenaires traditionnels. Sur les questions d'armement, longtemps, la Russie a représenté à peu près 92% de ses achats d'armement. Depuis la guerre en Ukraine, il a fallu parfois ouvrir en fait, et acquérir du matériel par ailleurs. Et nouveauté, le Vietnam produit désormais de l'armement national. La société Vietnel, notamment, est un grand acteur de production d'armement. Mais voilà, il n'y a pas de remise en cause totale des grands partenaires du Vietnam. Il y a juste une ouverture qui est pragmatique. Voilà, je demande à Zong les rapports commerciaux avec la France. Emmanuel Macron y était pas plus tard que le mois de mai dernier. La France profite-t-elle de ce grand marché dans cette puissance asiatique? Alors la France essaye de profiter de ce grand marché. Il faut savoir que le tournant économique du Vietnam depuis maintenant une petite quarantaine d'années et se caractérise d'abord par un réancrage du Vietnam en Asie, dans un pays, dans une région qui est dynamique, qui est puissante et qui est composée de partenaires commerciaux qui sont vitaux désormais pour le Vietnam.
force est de constater aujourd'hui, si on regarde les chiffres, qui sont parfois assez difficiles, que la France est devenue un partenaire secondaire pour le Vietnam. Ça ne veut pas dire que sur certains secteurs, encore une fois, des champions français trouvent preneur sur le marché vietnamien. Alors un dernier mot, 30 secondes pour finir. Comment se porte la langue française? Alors quand on entend Zong, on voit qu'il y a encore des franco-vietnamiens qui pratiquent la langue de Molière parfaitement, mais dites-nous combien aujourd'hui de locuteurs francophones au Vietnam, les personnes âgées pratiquent la langue? Alors là encore, les chiffres sont durs, mais il ne faut pas non plus s'arrêter à cette dureté-là. En fait, il y a officiellement 650 000 locuteurs de français sur 101 millions Vietnam, d'habitants, ce qui représente grosso modo entre 0,6 et 0,8% de la population vietnamienne. Il y a naturellement la montée en force de l'anglais. La montée en force de l'anglais, mais également des langues régionales. Oui. Mais ça, c'est un ordre de l'histoire. Voilà. On ne peut pas poser la question parce qu'on le rappelle, le Vietnam est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà donc. Merci Benoît de Tréglaudet. Et merci beaucoup Vo Trung Zoon d'avoir été avec nous en direct de Hanoï, la capitale du Vietnam, qui a donc fêté les 80 ans de son indépendance.